Akhenaton, le pharaon extraterrestre qui a défié les dieux. Avez-vous déjà entendu parler d'un pharaon si étrange, si décalé dans le temps, que certains pensent qu'il n'était même pas humain? Un souverain qui a osé effacer les dieux de l'Égypte, bannir le puissant Amon et déclarer qu'un seul dieu, le disque solaire Aton, devait être adoré. Rencontrer Akhenaton, le pharaon hérétique. Son apparence était étrange, sa religion blasphématoire et son héritage effacé. Mais le plus étrange, c'est que certains pensent qu'il était un être extraterrestre, un hybride, ou le messager choisi par des forces extraterrestres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous découvrons la vérité choquante sur le pharaon qui a défié les dieux et qui est peut-être venu des étoiles. L'homme qui ne devrait pas être pharaon. En 1353 avant notre ère, un homme mystérieux monte sur le trône d'Égypte. Le futur Akhenaton est né Amenhotep, fils cadet du pharaon Amenhotep III et de son épouse principale Tiye. Akhenaton a un frère aîné, le prince héritier Thoutmôsis, qui est reconnu comme l'héritier d'Amenhotep III. Akhenaton a également 4 ou 5 sœurs, Sitamoun, Henoutaneb, Iset, Nebeta et peut-être Bekhetaten. La mort prématurée de Thoutmôsis, peut-être vers la 30e année de règne d'Amenhotep III, signifiait qu'Akhenaton était le prochain héritier du trône d'Égypte. Akhenaton est marié à Néfertiti, sa grande épouse royale. La date exacte de leur mariage n'est pas connue, mais des inscriptions provenant des projets de construction du pharaon suggèrent qu'ils se sont mariés peu avant ou après l'accession au trône d'Akhenaton. Par exemple, l'égyptologue Dimitri Labouri suggère que le mariage a eu lieu au cours de la 4e année de règne d'Akhenaton. Une seconde épouse d'Akhenaton, Kiya, est également connue par les inscriptions. Certains égyptologues pensent qu'elle a acquis son importance en tant que mère de Toutankhamon. William Murnane propose que Kiya soit le nom familier de la princesse mitannienne Tadoukipa, fille du roi Mitanni Tushratta, qui avait épousé Amenhotep III avant de devenir l'épouse d'Akhenaton. Les autres épouses attestées d'Akhenaton sont la fille du souverain Enishazi Shatia et une autre fille du roi babylonien Burnaburiash II. Les enfants du pharaon Akhenaton aurait pu avoir 7 ou 8 enfants d'après les inscriptions. Les égyptologues sont assez sûrs de ces 6 filles, qui sont bien attestées dans les représentations contemporaines. Parmi ces 6 filles, Meritaten est née en l'an 1 ou 5, Mekhetaten en l'an 4 ou 6, Ankhesenpaaten, future reine de Toutankhamon, avant l'an 5 ou 8, Neferneferuaten Tachérit en l'an 8 ou 9, Neferneferur en l'an 9 ou 10 et Setepenre en l'an 10 ou 11. Toutankhamon, né Toutankhaton, était très probablement le fils d'Akhenaton, avec Néfertiti ou une autre épouse. Les relations entre Akhenaton et Smenkhkare, corrigant ou successeur d'Akhenaton et époux de sa fille Meritaten, sont plus incertaines. Il aurait pu être le fils aîné d'Akhenaton avec une épouse inconnue ou le frère cadet d'Akhenaton. Certains historiens, comme Edward Wendt et James Allen, ont proposé qu'Akhenaton ait pris certaines de ses filles comme épouses ou consorts sexuels pour engendrer un héritier mâle. Bien que cette question soit débattue, il existe des parallèles historiques. Amenhotep III, le père d'Akhenaton, a épousé sa fille Sitamoun, tandis que Ramsès II a épousé 2 ou plusieurs de ses filles, même si leur mariage n'était peut-être que cérémoniel. Dans le cas d'Akhenaton, sa fille aînée Meritaten est enregistrée comme grande épouse royale de Smenkhkare, mais elle figure également sur une boîte provenant de la tombe de Toutankhamon, aux côtés des pharaons Akhenaton et Neferneferuaten, en tant que grande épouse royale. De plus, des lettres écrites à Akhenaton par des souverains étrangers font référence à Meritaten en tant que maîtresse de maison. Les égyptologues du début du XXe siècle pensaient également qu'Akhenaton aurait pu avoir un enfant avec sa deuxième fille la plus âgée, Mekhetaten.
La mort de Mekhetaten, peut-être à l'âge de 10 ou 12 ans, est attestée dans les tombes royales d'Akhenaton aux alentours de la 13e ou de la 14e année royale. Les premiers égyptologues attribuent sa mort à un accouchement, en raison de la représentation d'un nourrisson dans sa tombe. Aucun mari n'étant connu pour Mekhetaten, on supposait qu'Akhenaton en était le père. Aidan Dodson estime que cette hypothèse est peu probable, car aucune tombe égyptienne n'a été trouvée qui mentionne ou fasse allusion à la cause de la mort du propriétaire de la tombe. De plus, Jacobus van Dyck propose que l'enfant soit une représentation de l'âme de Mekhetaten. Enfin, plusieurs monuments, initialement destinés à Kiya, ont été réinscrits pour les filles d'Akhenaton, Meritaten et Ankhesenpaaten. Les inscriptions révisées mentionnent une Meritaten Tacherit junior et une Ankhesenpaaten Tacherit. Les débuts de la vie. Les égyptologues savent très peu de choses sur la vie d'Akhenaton en tant que prince Amenhotep. Donald B. Redford date sa naissance avant la 25e année de règne de son père Amenhotep III, vers 1363 à 1361 avant Jésus-Christ, en se basant sur la naissance de la première fille d'Akhenaton, qui est probablement née assez tôt dans son propre règne. La seule mention de son nom, le fils du roi Amenhotep, a été trouvée sur un bordereau de vin au palais de Malkata d'Amenhotep III, où certains historiens ont suggéré qu'Akhenaton était né. D'autres soutiennent qu'il est né à Memphis, où il a grandi sous l'influence du culte du dieu soleil, Ra, pratiqué à Héliopolis, non loin de là. Les chercheurs Redford et James K. Hofmeyer affirment cependant que le culte de Ra était si répandu et établi dans toute l'Égypte qu'Akhenaton aurait pu être influencé par le culte solaire, même s'il n'a pas grandi dans les environs d'Héliopolis. Succession au trône par remplacement de son frère Thoutmosis. Certains historiens ont tenté de déterminer qui était le précepteur d'Akhenaton durant sa jeunesse, et ont proposé les scribes Ekareshu ou Mérir II, le précepteur royal Amenemhotep, ou le vizir Aperel. La seule personne dont on sait avec certitude qu'elle servait le prince est Parennefer, dont la tombe mentionne ce fait. L'égyptologue Cyril Aldred suggère que le prince Amenhotep aurait pu être un grand prêtre de Ptah à Memphis, bien qu'aucune preuve n'ait été trouvée à ce sujet. On sait que le frère d'Amenhotep, le prince héritier Thoutmosis, a exercé cette fonction avant de mourir. Si Amenhotep a hérité de tous les rôles de son frère en vue de son accession au trône, il est possible qu'il soit devenu grand prêtre à la place de Thoutmosis. Aldred propose que les penchants artistiques inhabituels d'Akhenaton se soient formés pendant qu'il servait Ptah, le dieu patron des artisans, dont les grands prêtres étaient parfois appelés le plus grand des directeurs de l'artisanat. Mais qu'en est-il de son apparence tout à fait inhabituelle? Alors que d'autres rois étaient idéalisés dans les sculptures, Akhenaton était différent. Ses statues le montrent avec un crâne allongé, des yeux étroits, des bras grêles, des hanches larges et un torse étrangement féminin. S'agit-il simplement d'un style artistique ou s'agit-il d'une représentation fidèle? Les érudits ont attribué à diverses causes cette apparence étrange, à savoir l'aspect androgyne, les hanches larges, la tête allongée, les yeux en amande, la mâchoire carrée et les seins féminins. Les premières représentations du pharaon montrent une tête et un corps normaux, mais après qu'Akhenaton a adopté le dieu du disque solaire, Aton, comme seule et unique divinité, son sexe dans les sculptures et les gravures est devenu plus ambigu. Son apparence changeante a conduit à la spéculation que les représentations étaient métaphoriques, peut-être pour dépeindre Akhenaton comme le père et la mère de toute l'humanité. Les explications opposées suggèrent que les images changeantes étaient réalistes et reflétaient un trouble génétique. M. Braverman se range résolument dans ce second camp. Il ne s'agit pas d'une simple licence artistique, affirme M. Braverman, professeur émérite et chercheur principal en dermatologie
co-auteur d'un article publié en 2009 dans la revue Annals of Internal Medicine qui examinait la question. Avec des collègues du Maryland et de Pennsylvanie, il a proposé que 2 troubles familiaux, le syndrome d'excès d'aromatase et le syndrome de craniosynostose sagittale, soient les candidats les plus probables. Une 3e possibilité est une mutation dans le gène d'une classe d'enzymes qui était responsable des anomalies crâniennes et endocriniennes des membres de la 18e dynastie égyptienne. Si Akhenaton a transmis à sa descendance les mutations génétiques qui lui conféraient ces étranges caractéristiques physiques, il ne lui a pas transmis sa qualité la plus notable, la croyance en un seul Dieu. Malgré l'acharnement du pharaon, le disque solaire ne perdure pas. Après la mort d'Akhenaton en 1336 avant notre ère, le culte qu'il avait instauré disparut et l'Égypte revint à l'adoration des nombreux dieux et déesses qui avaient précédé Akhenaton. Mais les égyptologues débattent encore. Souffrait-il d'une maladie génétique comme le syndrome de Marfan? Ou y avait-il une autre raison pour laquelle son corps avait l'air inhumain? La révolution du disque solaire Akhenaton a fait quelque chose qu'aucun autre pharaon n'a osé faire. Il a détruit la religion de l'Égypte. Il ferma les temples, interdit le culte du panthéon des dieux égyptiens et créa une religion monothéiste centrée sur une seule divinité, Aton, le disque solaire. Il affirme qu'Aton est le seul vrai Dieu, une force de vie invisible qui transcende les formes. La volonté d'un monothéisme parmi des centaines de dieux égyptiens, Akhenaton, accède au trône vers 1349 avant notre ère. Il consacre ses premières années de règne à des projets de construction assez traditionnels, notamment au grand temple de Karnak, résidence d'Amon, et au pays riche en or de Couche, Nubie, au sud de l'Égypte. Cependant, vers la fin de sa 3e année de règne, il a pris l'initiative extraordinaire de célébrer un festival jubilaire, un renouvellement rituel de la royauté qui a généralement lieu après 30 ans sur le trône. À Karnak, Akhenaton construisit une série de bâtiments jubilaires avec des talatates, de petits blocs de pierre qui devinrent la signature de son règne. Au départ, les projets de construction du roi englobaient plusieurs cultes, dont celui d'Aton, représenté à l'époque sous la forme d'un homme à tête de faucon. Mais les édifices du jubilé de Karnak mettent en scène l'Aton seul et représenté sous une nouvelle forme, le disque du soleil, dont les rayons se terminent par des mains tendues vers la famille royale. L'un des bâtiments de Karnak était également décoré de statues colossales du roi, aux traits fortement exagérés et androgynes, visage étiré, hanches larges et ventre gonflé. Ces statues distinguaient le roi du monde des mortels et soulignaient son rôle de pourvoyeur divin de fertilité et de prospérité, à l'instar d'Aton. Aton remplace les pharaons. Un autre des édifices de Karnak montre Aton non pas avec Akhenaton, mais avec sa reine Néfertiti et les filles royales. Le culte d'Aton accordait une place particulière aux femmes royales, en particulier à Néfertiti, qui était liée à Akhenaton et à Aton dans une triade divine. Les trois étaient assimilés aux figures divines dans l'un des mythes de création les plus importants de l'Égypte, la naissance des jumeaux Chou et Tefnout, du dieu créateur androgyne Atum. Les femmes royales ont contribué à légitimer le culte d'Aton. Elles remplaçaient les déesses dans les contextes où le pouvoir divin féminin était nécessaire et devenaient ainsi elles-mêmes semi-divines. La promotion du culte d'Aton par Akhenaton s'intensifie rapidement. Il change son nom d'Amenhotep en Akhenaton, celui qui est efficace pour l'Aton, et réoriente les revenus des temples égyptiens vers le culte de l'Aton. Des équipes d'ouvriers sont envoyées sur place pour ciseler les noms et les images des autres dieux sur les murs des monuments. Aemon, Mout et Khonsu, les dieux protecteurs de Thèbes, sont particulièrement visés. Ce travail d'enlèvement, souvent bâclé et incomplet, a certainement constitué un affront pour les institutions religieuses égyptiennes. Construction d'une nouvelle ville sainte,
Akhenaton. Au cours de la 5e année de son règne, Akhenaton annonce son intention de créer un nouveau lieu de culte entièrement dédié à l'Aton. Il choisit un lieu à mi-chemin entre Memphis, le Caire, et Thèbes, Luxor, et le nomme Akhenaton, horizon de l'Aton. Le site est aujourd'hui connu sous le nom d'Amarna. Qu'il soit motivé par la ferveur religieuse ou par le désir politique de se démarquer de la prêtrise d'Amon, l'abandon de Thèbes par Akhenaton constitue une avancée remarquable par rapport au statu quo. Akhenaton se développa rapidement en une grande ville tentaculaire sur la rive orientale du Nil. De vastes temples sont dédiés à l'Aton, laissés sans toit pour être remplis de lumière, ce qui élimine le besoin de statues de culte du dieu. Des offrandes de pain, de bière, de bétail, de volailles, de vin, de fruits et d'encens étaient faites au dieu du soleil sur des autels en plein air. Tandis que le soleil se déplace d'est en ouest au-dessus des temples, Akhenaton traverse la ville du nord au sud dans un char d'or en tant que représentant d'Aton sur terre. Les palais et les temples d'Akhenaton étaient décorés de scènes du monde naturel, notamment d'oiseaux, de veaux gambadants et de plantes fluviales, célébrant les aspects vivifiants d'Aton. Des reliefs, des peintures et des statues de la famille royale ornaient les édifices de culte, dans un style moins extrême que les premiers colosses de Karnak, mais souvent fluide et exagéré. La famille royale est parfois représentée en train de s'embrasser ou de s'étreindre. À la périphérie de la ville, Akhenaton construit au moins 4 temples Sunshade of Re dédiés aux femmes royales, où le roi se relie au pouvoir régénérateur du dieu Soleil. Dans une vallée située au cœur des falaises orientales, il a créé un nouveau cimetière royal. Les fonctionnaires loyaux se virent accorder un espace dans la falaise pour y installer leur propre tombe. Espérant une vie après la mort en compagnie du dieu Soleil, ils célébrèrent le culte d'Aton et du roi divin à travers des scènes et des textes gravés sur les murs des tombes. Parmi ceux-ci figurent les célèbres hymnes à Aton, dans lesquels Aton est présenté comme la puissance créatrice de la lumière. Les hymnes soulignent que Aton est le seul dieu, englobant les concepts de beauté, d'amour et de paternité. La nouvelle approche religieuse d'Akhenaton se manifeste dans d'autres aspects de la culture égyptienne, notamment dans le domaine artistique. Les premières œuvres commandées par le roi apparaissent dans le style thébain traditionnel, utilisé par presque tous les pharaons de la 18e dynastie qui l'ont précédé. Cependant, au fur et à mesure qu'il met en œuvre de nouvelles idées religieuses, l'art royal évolue pour refléter les concepts de l'athénisme. Les changements les plus frappants concernent l'apparence de la famille royale. Les têtes deviennent plus larges que dans le style traditionnel et sont soutenues par des cous allongés et minces. La famille royale prend une apparence plus androgyne qui masque parfois la différence entre Akhenaton et la reine Néfertiti. Leurs visages sont caractérisés par de grandes lèvres, de longs nez et des yeux plissés, et leur corps présente des épaules et des tailles étroites, des torses petits et quelque peu concaves, et des cuisses, des fesses et des ventres volumineux. Le monothéisme est un blasphème. Il choque le sacerdoce. Il a terrifié les élites. Il a effacé 2000 ans de tradition spirituelle égyptienne. Mais voici le clou du spectacle. La façon dont Akhenaton décrivait Aton, une puissance omniprésente dans le ciel, était étrangement similaire à la façon dont les croyants modernes aux ovnis décrivent l'intelligence extraterrestre. Une coïncidence? Ou y a-t-il plus que cela dans l'histoire? Nous le découvrirons dans les minutes qui viennent. La ville de nulle part. Dans un geste audacieux, Akhenaton construisit une toute nouvelle capitale, Akhetaton, aujourd'hui connue sous le nom d'Amarna. Il prétend que le site a été choisi par Aton lui-même, qui lui a communiqué des visions divines. Amarna, la ville d'Akhenaton. La 18e dynastie de l'Égypte ancienne était pleine d'intrigues. Certains des pharaons les plus célèbres sont issus de cette période. Akhenaton est peut-être l'un des plus tristement célèbres. Dans un élan de puissance politique,
Akhenaton décide de déplacer la capitale de l'Égypte sur ce terrain et entame la construction d'une nouvelle ville dédiée à Aton. Akhenaton nomme la ville Akhetaton. Aujourd'hui, nous la désignons sous le nom d'Amarna. Cette ville était un paysage culturel unique qui n'a été utilisé que pendant une courte période au cours des 17 ans de règne d'Akhenaton. Aujourd'hui, Amarna est un parfait instantané de la vie à l'époque d'Akhenaton, une Égypte déchirée par les nouvelles idées d'un monothéisme imposé. C'est aussi l'un des exemples les plus complets de ville égyptienne antique découvert par les égyptologues. La découverte d'Amarna a été mise au jour pour la première fois lors d'une expédition de Napoléon au XVIIIe siècle. Bien que des personnes aient encore occupé le site, elles ne savaient pas de quoi il s'agissait. Tout au long des années 1800, les tombes d'Amarna ont été explorées, tandis que les lettres d'Amarna ont été découvertes en 1887. Elles apportent un éclairage nouveau sur la ville, la vie d'Akhenaton et l'État égyptien. Amarna a été fouillée à plusieurs reprises dans les années 1900. D'abord en 1911 par les expéditions de la Deutsche Orientgesellschaft, puis par une société d'exploration de l'Égypte entre 1921 et 1936. Et dans les années 1960, par l'Organisation des Antiquités égyptiennes. Amarna est revenu sur le devant de la scène en 1977, lorsque Barry Kemp a commencé à travailler sur le site, ce qui a conduit à la production des documents du projet Amarna, fruit du travail de Kemp et de son équipe sur le site, qui se poursuit encore aujourd'hui. Le projet Amarna n'a été complètement occupé que pendant le règne d'Akhenaton. Peu après sa mort, Amarna a été abandonné. Néanmoins, le site est une bénédiction déguisée pour les archéologues. La déconstruction de la ville, qui a eu lieu plusieurs années plus tard, probablement par la volonté d'Horem-Eb, dernier pharaon de la 18e dynastie d'Égypte, qui a fait réaffecter ailleurs de nombreux blocs de construction de la ville, n'a pas été une bénédiction. Amarna, le village des ouvriers. Le village des ouvriers était une petite agglomération séparée d'Amarna. Les ouvriers qui travaillaient à la construction des tombes y vivaient et y sont restés même après le retour de la capitale à Memphis. Les ouvriers du village étaient presque entièrement autonomes. Ils y élevaient des animaux, pratiquaient le culte dans leurs chapelles et enterraient leurs morts. En raison de la continuité de l'habitat et de la nature abritée de l'endroit, le village d'ouvriers est un instantané de ce qu'était la vie dans un petit établissement de l'Égypte ancienne. Il est intéressant de noter que l'on y a trouvé plus de structures intactes et plus de matière organique que dans n'importe quel autre endroit d'Amarna. Les faubourgs nord et sud d'Amarna. Les faubourgs nord et sud étaient les zones résidentielles d'Amarna. Les banlieues étaient remplies de grandes maisons avec des fermes personnelles construites parmi de plus petites maisons de travailleurs. Il n'y avait pas de délimitation claire entre les classes en dehors de la grandeur des maisons elles-mêmes. La richesse ou le statut personnel ne semble pas jouer un rôle dans l'aménagement urbain de ces zones. En fait, il ne semble pas y avoir de planification urbaine du tout, et comparé à d'autres villes du Nouvel Empire, Amarna présente un manque de direction surprenant. Dans ces zones, chacun pouvait choisir comment et où construire sa maison. Cela semble avoir été basé sur des préférences personnelles plutôt que sur un ensemble de règles strictes affirmant qu'Amarna était différente. Ici, chaque personne était un travailleur et chaque maison produisait quelque chose de valeur. Même les grandes propriétés des conseillers du roi possédaient leurs propres petites exploitations agricoles. Amarna était en grande partie une ville nouvelle, non liée à la tradition, ce qui se reflète également dans l'absence d'une planification urbaine approfondie. Lorsque la ville a été abandonnée, de nombreux ménages ont laissé des objets derrière eux. Il s'agissait d'objets quotidiens remplaçables, trop grands pour être transportés, etc. Malheureusement, nombre de ces objets ont été perdus à la suite de vols, de fouilles inconsidérées, etc. La ville centrale.
La ville centrale d'Amarna abritait 2 des temples d'Akhenaton dédiés à Aton, ainsi que le palais d'État. Les bâtiments administratifs et les autres bâtiments royaux nécessaires y étaient regroupés. C'est pourquoi la ville centrale est peut-être la zone la plus importante d'Amarna. La ville centrale est le seul centre d'État que les archéologues peuvent examiner correctement, car la zone est restée presque exactement comme elle était à l'époque où elle était en activité, si l'on ne tient pas compte des dommages environnementaux causés en l'espace de 3000 ans. Ces tablettes consignent la correspondance entre Akhenaton, Amenhotep III et les puissances étrangères à travers le monde antique, offrant de précieuses perspectives sur la diplomatie à l'époque amarnienne. Le quartier principal de la ville. L'une des découvertes les plus célèbres des fouilles d'Amarna est le buste de Néfertiti. Cette œuvre d'art singulière, trouvée dans l'atelier de Thoutmôsis, le sculpteur royal, en 1912, est l'une des plus belles et des plus intactes de l'époque. Il s'agit même de l'une des meilleures représentations de l'art égyptien jamais trouvée. La maison de Ranefer, un officier du char royal, a également été trouvée dans le quartier de la ville principale, où vivaient la plupart des conseillers, des prêtres et des hauts fonctionnaires d'Akhenaton. Des années après la mort d'Akhenaton et l'abandon d'Amarna, Horemheb revint pour démanteler la ville et effacer la période amarnienne des archives. Horemheb a toujours utilisé des matériaux de construction provenant du quartier principal d'Amarna dans d'autres projets de construction. Cela signifie que nous ne saurons peut-être jamais à quoi ressemblait réellement cette partie de la ville, les temples et les palais d'Akhenaton. Les temples et les palais d'Akhenaton sont parmi les bâtiments les moins bien connus. L'architecture et l'art unique de ces lieux de luxe et de culte ont été perdus par le temps, les pillages et la volonté de rayer Akhenaton de l'histoire. Cependant, il y a quelques éléments que nous connaissons. Les bâtiments devaient certainement faire plaisir à voir. On pense que de nombreux temples d'Aton, y compris le grand temple d'Aton, manipulaient la lumière du soleil pour créer des spectacles éblouissants et respectueux. Akhenaton et sa famille vivaient dans le palais nord, un vaste complexe comprenant des espaces pour les membres de la famille royale. Le complexe comprenait également des maisons pour les serviteurs et certains fonctionnaires, ainsi que des dépendances pour la cuisson, la production et d'autres activités. Bien que le palais ne soit pas aussi grandiose que d'autres, par exemple le grand palais d'Amenhotep III, il est étonnant de constater la rapidité avec laquelle il a été construit après la fondation de la ville. Amarna, la ville d'Akhenaton. Amarna est abandonnée peu après la mort d'Akhenaton. Son successeur, Toutankhamon, change son nom en Toutankhamon, fait revivre le polythéisme et rétablit la capitale à Memphis. Amarna est un excellent exemple de ce que peuvent faire des personnes liées par des croyances. La ville s'est développée rapidement et chaque habitant a produit des biens pour aider la communauté à prospérer. Grâce à la réforme hérétique d'Akhenaton, ou peut-être malgré elle, Amarna vit toujours. Des efforts de restauration sont en cours pour reconstruire le grand temple d'Aton, tandis que les travaux se poursuivent ailleurs sur le site. Bien que les successeurs d'Akhenaton aient tenté de faire disparaître son nom et son identité de l'histoire, la mémoire du pharaon est toujours bien vivante, en particulier à Amarna. Comme on le voit, en quelques années, une véritable métropole a surgi du désert. Des temples sans toit, ouverts sur le ciel. Des rues alignées sur le soleil. Des bâtiments ornés d'images de rayons de soleil étendant leurs mains pour bénir la famille royale. Akhenaton a-t-il construit un site d'atterrissage pour des êtres célestes? Certains théoriciens de l'astronautique antique le pensent. Dans les ruines d'Amarna, les archéologues n'ont trouvé aucun vestige des dieux égyptiens traditionnels. Seulement le disque solaire, encore et encore. Pourquoi un pharaon irait-il aussi loin, à moins qu'il ne soit sous l'influence directe de quelque chose qui ne vient pas de cette terre? La mort et la disparition mystérieuse, Akhenaton règne pendant 17 ans. Puis, il disparaît. La tombe, W,
W25. La tombe W25 a été découverte en 1817 par Giovanni Battista Belzoni, un aventurier et voyageur. Il s'est rendu en Égypte au début du XIXe siècle et a nettoyé les sables de nombreux lieux anciens. Belzoni supposait que cette tombe appartenait à la troisième période intermédiaire. Il est possible qu'il ait découvert à l'intérieur une sépulture de personnes de cette période. La description de la sépulture montrait des cercueils caractéristiques de l'époque des 21 à 26 dynasties. Plusieurs décennies après sa découverte, l'équipe d'Otto Schaden a dégagé la tombe et l'a identifiée comme étant peut-être celle d'Akhenaton. Selon les résultats de leurs travaux, elle a été préparée pour un monarque qui a régné entre Amenhotep III et Haï. Elle a été créée selon un plan caractéristique de la 18e dynastie. Cependant, à cet endroit, il est difficile de trouver des preuves relatives à Akhenaton. Seule l'analyse et la datation de la tombe permettent de suggérer qu'elle a été réalisée pour Akhenaton. Le mystère de KV55. La tombe KV55, complètement endommagée, a été découverte le 3 janvier 1907 par Edward Russell Iron, un excavateur de l'équipe de Theodore Davis. Elle est située à quelques mètres à l'ouest de la tombe de Ramsès IXe, KV6. Bien que très corrodée, elle est aujourd'hui l'une des tombes les plus célèbres de la vallée des rois. La tombe a manifestement été pillée et endommagée dans l'Antiquité, mais elle renferme encore des trésors qui ont subjugué les chercheurs qui l'ont découverte. La liste des découvertes est impressionnante. Selon Nicholas Reeves et Richard H. Wilkinson, elle contenait une châsse et des accessoires de chasse, bois, doré et bronze, des rossettes, or-bronze, des fragments de cercueil, or, un cercueil et des accessoires de cercueil, l'uræus de la statue, le socle de la statue, bois, des figurines de baies, des attaches de boucles d'oreilles, un collier de vautour, or, un collier floral, or, incrusté, des ornements de collier, plaques, amulettes, perles, fragments de feuilles, peau canope, calcite, tête-doigt en argent, boîtes et fragments de meubles, étiquettes hiératiques en bois, outils et fragments d'outils, briques, couteaux, boomerangs, raisins, rouleaux de papyrus, boîtes, cailloux et quelques petits objets rituels et un ostracon avec un plan. Certains de ces objets ont appartenu à la seconde épouse d'Akhénaton, Kia, dite la grande épouse bien-aimée, à son père Amenhotep III ou à sa mère Tiyé. L'un des seaux d'argile contient le nom de son fils Toutankhamon. La découverte la plus importante est celle du squelette d'un homme très mal momifié. Après des années de débats, la plupart des chercheurs s'accordent à dire qu'il s'agit du pharaon Akhénaton. Selon les tests ADN, l'homme découvert dans KV55 serait le père de Toutankhamon. Le corps reposait dans le cercueil sous une représentation d'un pharaon sans visage, suggérant l'Akhénaton puni par les prêtres. Dans l'ancienne croyance égyptienne, une personne dont les portraits et les inscriptions de son nom ont été détruits vit une vie éternelle sans connaître son identité. La maison éternelle d'Amarna. La tombe d'Akhénaton, située dans sa ville, a été découverte par des habitants vers 1887-88. La tombe a été gravement détruite après la mort du roi et certains reliefs ont été endommagés, mais beaucoup d'autres ont survécu. L'une des chambres était peut-être dédiée à sa mère, la reine Tiyé, une autre à sa fille Makhétaten. Le matériel funéraire découvert à l'intérieur de la tombe était très fragmentaire. Les chercheurs ont également trouvé des ossements qui n'ont pas été identifiés. Ils appartenaient peut-être à un humain. La décoration de la tombe a été détruite après la mort d'Akhénaton, mais certaines des représentations les plus célèbres de la famille royale ont survécu. La plus connue est celle qui montre Akhénaton, Néfertiti et leurs 5 filles dans la cour d'un temple en train de faire des offrandes à Aton. Il y a également une représentation de Makhétaten et une infirmière montrant un enfant royal. Tous les reliefs sont réalisés dans le style caractéristique de l'époque d'Akhénaton. L'histoire peut encore affirmer qu'Akhénaton reste un personnage très mystérieux,
Sa biographie présente encore de nombreuses lacunes. Il n'existe aucune trace définitive de sa mort. Son tombeau dans la vallée des rois n'a jamais été achevé. Ses successeurs, dont Toutankhamon, son propre fils, ont restauré les anciens dieux. Le nom d'Akhenaton est effacé des monuments, son visage momifié est détruit. Sa mémoire est systématiquement effacée. Pourquoi ces mesures extrêmes? S'agit-il d'une réaction à son hérésie ou d'une tentative de cacher quelque chose que le monde n'est pas prêt à connaître? Même les résultats de son ADN, testés à l'époque moderne, montrent des anomalies. Comparés à ceux de ses parents supposés, d'étranges mutations et des traits de crâne allongés ont déclenché une avalanche de théories conspirationnistes. Le lien avec les extraterrestres. Allons plus loin. Certains théoriciens pensent qu'Akhenaton n'était pas humain, mais un être hybride envoyé par des extraterrestres pour changer le chemin spirituel de la Terre. Regardez ces représentations. La forme de son crâne correspond à ce que nous appellerions les proportions d'un extraterrestre gris. Sa soudaine révolution religieuse imite ce que les anciens théoriciens extraterrestres décrivent comme une intervention. Sa ville, peut-être une zone de contact. Vous en doutez encore? Voici un événement choquant qui s'est produit au début du XXe siècle et qui vous fera certainement tout remettre en question. En 1925, le docteur Giulio C. Tello découvre au Pérou, près de la ville de Pisco, un cimetière contenant des morts insolites. Au total, environ 420 corps momifiés ont été retrouvés enveloppés dans des tissus brodés. Plusieurs de ces cadavres avaient un crâne allongé. Les premières analyses ont révélé que ces crânes appartenaient au mystérieux peuple des Paracas. On ne sait pratiquement rien de cette culture, si ce n'est ce que l'on peut déduire de l'étude de ces momies. Il en ressort qu'ils étaient extrêmement habiles dans le tissage et la coloration des textiles. Ils connaissaient les techniques de forage du crâne, avaient peut-être aussi des connaissances pour rendre l'environnement aseptique pour les opérations et étaient habiles avec la poterie. La question que tout le monde se pose est la suivante. Comment se fait-il que ces crânes aient une forme allongée? La réponse la plus simple est que, dès leur naissance, les bébés recevaient des bandages très serrés autour du crâne. Au fil du temps, ces bandages rendèrent le crâne de plus en plus étroit, jusqu'à lui donner une forme conique. Cette réponse semblait la plus logique et la plus sensée. Mais, comme nous le verrons, ce n'est probablement pas la seule réponse. Les chercheurs ont découvert que certains de ces crânes ont un volume total d'environ 1,5 litre, soit environ 25% de plus qu'un crâne normal. Leur poids est également supérieur à celui d'un crâne normal. Pourquoi c'est important? Cette découverte va à l'encontre de l'idée selon laquelle les crânes allongés sont le résultat des bandages posés sur les crânes des nouveau-nés. En fait, le bandage sur la tête d'un bébé peut modifier la forme du crâne dans une certaine mesure, mais il ne peut changer ni le volume ni le poids. Ces aspects sont déterminés par l'ADN et non par les bandages. Cela signifie que s'il est vrai que les crânes appelés chongos sont effectivement plus volumineux et plus lourds que la normale, les propriétaires de ces crânes avaient un ADN différent du nôtre. Ces humains étaient-ils porteurs d'une maladie génétique? Ou, s'ils étaient en bonne santé, étaient-ils des êtres humains en bonne santé avec un ADN différent du nôtre? Cette altération du volume du crâne, nettement supérieure au volume d'un humain normal, est également présente dans les sculptures de la famille du pharaon Akhenaton. En étudiant ces statues, on se rend compte que le crâne du modèle représenté n'était pas simplement allongé, comme s'il avait été modifié par les bandes appliquées sur le crâne. Le volume total de ces crânes est beaucoup plus important que celui d'un crâne normal, comme dans le cas des crânes de Chongos. Akhenaton a peut-être fait partie d'un phénomène mondial. Même Sigmund Freud a écrit dans son livre Moïse et le monothéisme que Moïse était basé sur Akhenaton, suggérant que l'origine du monothéisme remontait à ce pharaon.
Dans son livre Moïse et le monothéisme, il a choqué de nombreux lecteurs en suggérant que Moïse était en fait né dans un foyer égyptien, au lieu d'être né comme esclave hébreu et d'avoir été élevé dans le foyer royal égyptien en tant que pupille, comme le raconte le livre de l'Exode. Freud a proposé que Moïse ait été un prêtre d'Akhénaton qui a fui l'Égypte après la mort du pharaon et perpétué le monothéisme à travers une religion différente, et qu'il ait été assassiné par ses disciples qui, par réaction, l'ont vénéré et se sont irrévocablement attachés à l'idée monothéiste qu'il représentait. Qu'est-il advenu de l'héritage d'Akhénaton? Après sa disparition, l'Égypte a réécrit l'histoire. Sa ville est abandonnée, son nom est perdu, sa famille brisée. Son fils, Toutankhamon, est mort jeune, et même sa tombe contient des objets étranges, venus d'un autre monde, comme du fer provenant de météorites. Mais des fragments du culte solaire d'Akhénaton ont survécu, influençant peut-être les religions ultérieures, du judaïsme au christianisme. Et les archéologues modernes continuent de trouver des indices. Des représentations extraterrestres, des textes énigmatiques, des alignements solaires qui défient les anciennes méthodes de construction. Akhénaton n'était-il qu'un dirigeant révolutionnaire ou le messager de quelque chose qui n'est pas de ce monde? À vous d'en décider. Akhénaton reste un mystère enveloppé de rayons de soleil et de sable. Un pharaon qui a rejeté les dieux de la terre pour suivre un dieu de lumière dans le ciel. Était-il fou, un génie ou quelque chose d'autre? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Akhénaton était-il un hérétique ou un roi extraterrestre? N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres plongées choquantes dans les secrets de l'histoire. La vérité est peut-être cachée à la vue de tous, brûlant dans le ciel depuis l'aube de la civilisation.